dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'alignement d'intérêts, ce que les anglo-saxons décrivent comme étant le skin in the game. C'est le titre aussi, je crois, d'un ouvrage de Nassim Taleb, repéré par Raphaël Moreau en l'occurrence, qui m'accompagne pour ce quart d'heure thématique, gérant chez Amiral Gestion. Bonjour, bienvenue Raphaël. Bonjour. Merci d'être là. C'est le titre d'un papier que vous avez écrit pour la revue d'Amiral Gestion, c'est ça qui s'appelle L'Aparté, Raphaël. Reprenant donc Skin in the Game, le titre d'un ouvrage célèbre de Nassim Taleb, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. C'est plutôt sur le contrôle actionnarial de manière générale. Exactement. Et donc Skin in the Game, c'est l'alignement d'intérêts. Et donc le sujet, ce sont les entreprises contrôlées, le contrôle actionnarial, avec déjà un constat indéniable, mesuré à travers l'histoire, la surperformance boursière, entre autres, de ces entreprises contrôlées. Qu'est-ce qu'on peut donner effectivement comme élément un peu chiffré sur ce que une entreprise contrôlée arrive à générer en termes de surperformance par rapport aux autres ? Oui, ce qu'on a constaté, alors par exemple en prenant la cote française, sur 20 ans, dividendes réinvestis, les 5 meilleurs performeurs, ce sont des entreprises contrôlées. D'accord. Donc, pour citer quelques noms, Sartorius Stedim, plus 17 300% en 20 ans. Wavestone, quasiment plus 10 000%. Eurofins Scientifique, Hermès, Esker, ça c'est pour la France. Mais en Allemagne, la même chose. Alors Sartorius AG cette fois, oui, voilà, bien plus sûr. 28 756%. Ouais. Nemetschek, Atos, CTS Eventim, Energy Contor. Donc tout ça, c'est dans les entreprises. Et on peut le faire sur tous les marchés, ça marche. Sur tous les pays d'Europe continentale. On trouve une concentration dans le top 5 ou dans le top 10, vous retrouverez une concentration d'entreprises contrôlées. Donc c'est effectivement assez troublant. Ouais. Et alors, c'est vrai que le contrôle actionnarial, c'est un peu plus vaste, c'est une vision élargie des entreprises familiales. Parce que les entreprises familiales en font partie, mais il y a aussi toutes les sociétés encore dirigées par leurs fondateurs, les entreprises dont le management, par exemple, est le principal actionnaire. Voilà, ce genre de situation. Donc, c'est une vision un petit peu plus vaste. Mais si on prend le Crédit Suisse qui fait une étude et ils revoient ça tous les 3 ans, donc dans leur étude qui est sortie en 2023, depuis 2006, leur échantillon de 1000 sociétés familiales dans le monde a fait 3% de surperformance par an pendant donc 16 ans. Et sur les small caps, c'est même 5,4% de surperformance des sociétés familiales. La question étant pourquoi ? Qu'est-ce qui est en jeu, effectivement, derrière ce contrôle actionnarial ? Qu'est-ce qui fait la différence entre une société, comme vous dites, contrôlée ? Ça ne veut pas dire forcément qu'un actionnaire détient la majorité du capital, mais une part suffisante, en tout cas... Au moins 10%. Voilà. Au moins 10% pour être contrôlée par rapport à une société qui aurait un actionnariat très éclaté, et on en trouve beaucoup. Oui, alors bon, effectivement, le fait qu'il y ait un actionnaire généralement de long terme, parce que quand on est actionnaire de référence, on est là pour le long terme, on va se projeter à long terme, donc c'est un peu évident qu'on est dans une autre logique que si on n'est qu'un investisseur de passage, comme finalement même nous sommes, nous avons une vision de long terme, mais finalement on peut sortir aussi quand ça nous chante. Je pense qu'il y a tout un tas d'éléments, donc effectivement il y a cet élément du fait d'avoir une perspective long terme, et finalement il y a aussi des erreurs que font les entreprises non contrôlées, qui évitent... Que ne font pas les entreprises contrôlées. Merci. C'est ça. Voilà, tout à fait, exactement. Oui. Et donc j'appelle ça un petit peu les fautes directes, un peu comme au tennis. C'est-à-dire les fautes qu'on fait alors qu'on n'est pas vraiment obligé de les faire. C'est vrai que quand on est une entreprise non contrôlée, donc avec un capital très éclaté, souvent avec un board, un conseil d'administration qui n'est même pas actionnaire, finalement... Ce qui va être l'obsession, ça va être le cours de bourse. Ça va être ça qui va juger si le management... À la fin de la journée, ça reste le juge de paix. Voilà. Et c'est ça qui va aussi décider si le dirigeant reste à sa place ou pas. Et donc, il va être obsédé par son cours de bourse. Et donc, il va essayer de sonder qu'est-ce qui plairait au marché en ce moment, du temps de mon mandat au moins. Et on sait que la bourse a ses marottes. Il y a des modes. La bourse aussi adore changer d'avis, de brûler ce qu'elle a adulé dans le passé, etc. Les investisseurs, de toute façon, le marché, par définition, c'est des gens qui sont là de passage. Donc finalement, les conséquences de ce que je pousse aujourd'hui dans 10 ans, c'est pas forcément moi qui les supporterai. Et donc ça pousse à faire des stratégies de build-up, un mécano financier, des spin-offs, tout un tas d'opérations financières, de faire des acquisitions parce que ça serait mieux pour mon plan stratégique d'être présent dans ce domaine, etc., etc. Et ça peut plaire à la bourse à très court terme, mais peut être un détracteur à la performance à long terme. Ces actionnaires de contrôle, finalement, vous dites, ce sont des garde-fous contre le court-termisme boursier d'un manager professionnel qui serait lui aussi de passage à la tête d'une entreprise. Voilà, il veille au grain, en tout cas. Donc ça ne veut pas dire que
forcément, il n'est pas obligé d'être exécutif, il n'est pas obligé d'être dirigeant, mais il va quand même surveiller les dirigeants professionnels dans une perspective qui est autre qu'une société complètement, dont le capital est complètement ouvert. Je comprends évidemment l'intérêt d'avoir cette vision, ce temps long, cette patience, etc. Est-ce que ça peut représenter aussi, pour un actionnaire minoritaire, est-ce que ça peut représenter un risque d'avoir un actionnaire de contrôle trop important qui, lui, a des intérêts aussi peut-être de gestion patrimoniale, de succession, de famille, etc., qui peuvent être pas tout à fait alignés forcément avec un actionnaire professionnel comme vous l'êtes. Ah bien sûr, je n'ai pas dit que c'était une condition suffisante. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc effectivement, il y a des risques. La succession, qui on met à la place? Est-ce que ça va être quelqu'un de la famille, forcément compétent? Est-ce que finalement je roule aussi pour l'actionnaire minoritaire ou finalement que pour moi? Tout ça, ça se sent aussi en discutant avec les managements. Mais effectivement, c'est pas une condition. On pourrait faire un autre papier effectivement sur les défauts des entreprises contrôlées. Oui, c'est ça. Mais ce qu'on constate malgré tout, c'est que ça compense, enfin, les avantages compensent les défauts d'un point de vue performance boursière sur un échantillon vaste. Et les avantages, vous le dites très bien dans votre papier, c'est pour des investisseurs de long terme, long only comme vous, Raphaël, on arrive à trouver le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire quelque chose d'assez proche finalement du private equity, avec ce temps long et ce capital patient, et en même temps l'intérêt de la bourse. Enfin, je veux dire qu'on ne peut pas négliger non plus, y compris pour des entreprises contrôlées. La bourse reste une exigence qui est aussi, un soutien ou en tout cas un driver aussi pour ces entreprises. Oui, la bourse, elle peut être assez schizophrène, mais en tout cas, les investisseurs, ils posent plein de questions. Donc, par rapport à prenons une société familiale qui contrôle, par exemple, si elle était complètement non cotée, cachée, elle pourrait peut-être laisser certaines choses dériver, parce que finalement, c'est pas agréable de traiter ce problème. Quand vous êtes coté, vous êtes en pleine lumière, donc c'est une espèce de désinfectant. Ouais. Les investisseurs, ils vont pas vous lâcher tant qu'il y a ce caillou dans la chaussure. Il faut savoir aussi résister à ces pressions du marché, comme on le disait. C'est aussi ça qui est l'avantage. Mais il y a un patron d'une société, alors qui n'est plus coté aujourd'hui, elle a été rachetée, mais ce patron nous disait peu avant sa sortie de bourse, vous m'avez tout appris. Ah, j'adore. C'est-à-dire que moi je suis arrivé, j'ai monté les échelons et c'est les investisseurs minoritaires qui lui posaient tellement de questions, qui lui donnaient des feedbacks, qui lui avaient tout appris. Donc c'était un très bon exemple du rôle que peut jouer la bourse au-delà d'apporter des capitaux. Ouais. Moi, j'ai en tête beaucoup de patrons qui ont réalisé des introductions en bourse. Et quand je leur demandais ce que ça change, déjà, le travail de préparation est énorme. C'est une mobilisation de toutes les équipes. Donc déjà, il y a un côté aussi très stimulant de ce point de vue-là. Et puis, comme vous le dites, derrière, effectivement, ça nous met une forme de pression, d'exigence, même pour des boîtes contrôlées, avec un contrôle très fort encore. Ça met une pression qui est finalement, qui peut être très saine et très bonne aussi pour des entreprises qui sortent des marchés non cotés pour venir dans le public. Tout à fait. D'ailleurs, ce qui nous est un peu la situation idéale, qui n'arrive pas forcément si souvent, mais c'est plutôt même la société où il y a un actionnaire de référence important, mais pas non plus contrôlant, pas majoritaire. D'accord. Donc, par exemple 30%, c'est-à-dire qu'il a quand même son mot à dire et vu que tout le monde ne vote pas aux assemblées générales, généralement il peut faire passer ses résolutions, mais il y a un garde-fou, c'est-à-dire qu'effectivement, si à un moment il fait un peu n'importe quoi, il y aura quand même 70% en face qui pourront s'opposer à lui. Et donc c'est un peu les configurations un peu idéales. Mais de manière générale, s'il y a quelqu'un qui veille au grain et qui est là pour de très nombreuses années, comme tous les actionnaires de référence, déjà c'est une situation qu'on favorise structurellement. Ouais. Ça se retrouve dans vos stratégies, dans les fonds dédiés notamment aux small et mid cap, chez françaises ou européennes, chez Amiral Gestion. Il y a un biais à aller rechercher ces entreprises-là ? Oui, un biais énorme. C'est-à-dire que si on prend notre fonds Sextant PME, le top 10, il y a 8 sociétés qui correspondent à cette définition, avec un actionnaire de référence de plus de 10%. Et les 2 qui ne correspondent pas ont des dirigeants qui ont acheté beaucoup d'actions en bourse, qui ont acheté par exemple 2% du capital pour le directeur général chez Safoland. Il y a Contron aussi, dont le dirigeant lui-même a 5 ou 6%. Donc ils ne répondent pas forcément à cette définition, mais eux-mêmes ont une très grosse partie de leur patrimoine dans l'entreprise. Donc ça, c'est des situations qu'on renforce, et on va même essayer d'engager ces entreprises qui n'ont pas forcément un board avec un actionnaire de référence, en fait, à être
de plus en plus impliqués. Par exemple, Safoland. Ils le comprennent, ça, hein. Quand vous venez les voir en disant monsieur le directeur général de Safoland, vous n'avez pas assez d'actions de l'entreprise, on ne peut pas être 100% derrière vous si vous n'avez pas plus d'actions de l'entreprise. Ouais, alors en fait, dans cette situation spéciale, en fait, cette société elle est de côté depuis assez longtemps et on n'était jamais actionnaire. Pour cette raison-là, c'est que personne n'avait d'action ni au board ni au management. Et donc ça, c'est un warning définitif pour vous, quoi. Surtout quand ils sont là à vous dire achetez mon action, elle est super, et que même n'en ont pas. Oui, donc, bien sûr. Donc voilà. Mais par contre, c'est quand le nouveau patron, directeur général, est devenu patron et a acheté 2% du capital en bourse, on s'est dit oh là, il se passe quelque chose sur cette société. Il y a quelqu'un là qui y croit et qui met le paquet. Il a acheté, hein, il n'a pas eu des stock options, etc. Et donc là, on s'est réintéressé au dossier. Bon, on a trouvé la chimie excellente et on est devenu actionnaire. Et derrière, on a poussé le conseil de surveillance, qui n'avait pas d'action, à être actionnaire. On leur a écrit dans une question à l'Assemblée générale. Ouais. Et un an et demi plus tard, effectivement, ils ont retenu nos propositions et désormais, ils s'engagent à investir l'équivalent d'au moins 1 an de rémunération dans l'action, ce qui est un minimum. Mais voilà, on trouve ça très, très positif. Donc, on n'est pas dans une situation totalement parfaite, voilà, mais on a des gens qui s'impliquent et qui potentiellement pourraient faire évoluer encore leur gouvernance vers un actionnaire de référence plus structurel. Ouais. Non, mais c'est un sujet majeur, effectivement, hein, la question de l'alignement d'intérêts. Regardez, alors toutes les données sont peut-être pas publiques ou on les trouve peut-être pas facilement, mais pour les boîtes cotées, j'imagine que si, dans tous les rapports, c'est indiqué de manière transparente et publique qui est actionnaire et quels dirigeants, quels sont les managers, les dirigeants qui sont actionnaires et quelle est la part des tensions. Hein. Facteur clé, peut-être sous-estimé, peut-être un facteur un peu caché, effectivement, mais facteur clé quand même, la question du contrôle actionnarial et pourquoi ces entreprises surperforment sur le long terme. Merci beaucoup, Raphaël, d'être venu nous éclairer sur ce sujet. Raphaël Moreau, gérant chez Amiral Gestion, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.